Bonjour, nous recevons Frédéric et Patrice Brasseur, les auteurs de la dernière parution des éditions Solidaires, Où va le monde sur les traces d'Hercule. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Noria. Bonsoir Patrice. Bonsoir Noria. Alors Patrice, comment est né ce livre ? Ce livre, il est issu de quelques dizaines d'années de travail commun. En fait, tous les deux, nous donnons des ateliers et des conférences sur l'évolution de la conscience. Ce sont des ateliers de pratique, ce sont des ateliers et des conférences qui nous mettent en évidence combien nous avons à passer de la conscience individuelle à la conscience globale, ce qui nous permet en tant qu'humanité de devenir responsable de l'ensemble des vies sur Terre. C'est donc une véritable responsabilité créatrice à laquelle nous invitons. Et cette démarche, nous l'appelons la psychosophie. D'accord. Frédéric, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la psychosophie ? Alors la psychosophie, c'est pas une discipline nouvelle, c'est juste une démarche particulière qui allie à la fois la spiritualité, la philosophie et la psychologie, parce qu'on s'est rendu compte que ces trois domaines étaient indissociables et que pour avoir une vision globale de l'être humain, il fallait vraiment les associer. Et le connais-toi toi-même de Socrate est vraiment une démarche importante dans la psychosophie, parce que c'est à partir de là que chacun peut s'inscrire dans la collectivité et donner le meilleur de lui-même. Alors, où va le monde ? C'est une bonne question. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est vraiment une question que tout le monde se pose en ce moment. Où va le monde ? Étant donné toutes les crises à l'international comme au national, beaucoup de personnes se demandent si on ne va pas à la catastrophe. Il y a même, d'une manière tout à fait à la mode, des livres de collapsologie qui décrivent que nous allons vraiment dans une dimension de destruction de la planète et de l'humanité. Or, ce que nous disons, et ce que nous essayons de prouver avec les éléments que nous pouvons diffuser, c'est que le monde ne court pas à sa perte, mais il court véritablement à sa révélation. Et que avec tout un travail autour des âges de conscience, on peut concevoir l'évolution et comprendre les différentes phases, y compris les phases destructrices par lesquelles les sociétés passent. Les différentes étapes, c'est pourquoi le sous-titre qui est sur les traces d'Hercule ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Hercule est un maître de sagesse des temps immémoriaux. On dit qu'il vivait lors de l'ère du taureau, et ce qui remonte à 5000 ans. Et donc, c'est vraiment il a donné avec ses 12 travaux une représentation du chemin que chaque humain parcourt au cours de son évolution. Et à travers ces travaux, chacun peut se reconnaître. Alors bien sûr, les travaux s'adressent à différentes personnes et il y a différentes versions. Donc je te laisse en parler. Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte que si on cherche à voir où va le monde d'un point de vue physique, on n'en sait strictement rien. Du point de vue des inventions, du point de vue de la technologie, on ne sait pas du tout où il va. Mais on sait parfaitement où il va du point de vue de la conscience. Du moins, c'est un petit peu la thèse que nous défendons. Ça veut dire qu'il y a une véritable histoire de la conscience depuis l'homme primitif jusqu'au Christ, au Bouddha, ou Hercule, qui n'était effectivement pas n'importe qui. Alors, ces différentes versions mettent justement en évidence toutes ces étapes de conscience. Le mythe d'Hercule nous est conté de multiples façons depuis des temps immémoriaux, donc 5 ou 6 000 ans. Et on le trouve partout, dans beaucoup de civilisations. Même on trouve Hercule sous des noms différents, mais avec les mêmes histoires, parce qu'il a laissé beaucoup de traces. Et ce sont ces étapes qui sont justement racontées, mais de manière fort différente, parce que tout dépend de l'état de conscience de celui qui interprète. Et souvent, les mythes étaient racontés de manière différente, en rapport avec l'état de conscience des personnes. Donc, on peut le raconter d'une manière très simple, comme étant l'émergence simplement de la conscience individuelle, ou on peut le raconter en poussant le symbolisme un peu plus loin, comme étant le rapport à l'âme, le rapport aux autres, le rapport à la globalité. D'accord. Est-ce que ça s'adresse uniquement à l'individu ? Est-ce que ça peut également s'adresser à une société,
à... À partir du moment où il y a une évolution de conscience, à partir du moment où il y a une histoire universelle de la conscience, ça s'adresse évidemment aux individus, mais toutes les sociétés étant composées d'individus, les nations étant composées d'individus, on retrouvera exactement le même parcours de conscience, quelle que soit l'ampleur du groupe humain que l'on considère. Alors le livre traite du mythe d'Hercule. Il y a eu énormément d'ouvrages sur ce mythe d'Hercule. Est-ce que vous êtes référé à l'un d'eux en particulier ou... Pour préparer les conférences qui sont à la base de ce livre, c'est les conférences que nous avons faites en 2016, nous avons effectivement lu beaucoup de versions d'Hercule. Mais la préférence va à la version écrite par Alice Bailey. En fait, ce n'est pas elle-même qui a écrit ce livre, puisque ce sont simplement des documents qu'on a retrouvés après sa mort dans sa bibliothèque. Ce sont des documents de conférences qu'elle avait faites. Et c'est le Tibétain qui, effectivement, lui-même avait donné une description des travaux. Donc on pourrait dire que c'est une description de première main, mais il manquait quand même un certain nombre de travaux. Donc à partir de l'Hydre de Lerne, il n'y avait plus du tout les références du tibétain. Donc il a fallu chercher ce qu'on pouvait trouver de meilleur dans cette même veine à travers tous les autres récits qu'on pouvait trouver. Et donc c'est une synthèse de tout ce qu'on a pu trouver donc, à travers les différents auteurs, mais la base c'est vraiment surtout ces fameuses notes d'Alice Bailey. Donc vous l'avez réinterprété, si on peut dire, dans un contexte actuel. Tout à fait, tout à fait. On l'a réinterprété, on l'a repensé, on a essayé d'en donner une lecture à la fois individuelle et à la fois sociétale. Et c'est vraiment pour deux de ces travaux, on s'est inspiré aussi des autres versions en faisant un comparatif entre deux versions. Et voilà, les deux versions ne s'adressent pas aux mêmes populations. C'est un peu comme les contes, on peut les lire à différents niveaux, ils enseignent quelque chose aux enfants, ils enseignent quelque chose aux adultes. Et ben, le mythe d'Hercule, c'est pareil. Et nous, dans notre présentation et dans notre interprétation, c'est vrai qu'on s'adresse à des gens qui ont déjà travaillé sur eux, qui ont déjà développé leur personnalité. Et c'est pour les personnes qui ont envie, effectivement, à partir de ce qu'ils ont construit, à partir d'eux-mêmes, de voir comment ils peuvent s'engager dans un travail pour l'ensemble. Est-ce que c'est difficile à concevoir l'interprétation de ce mythe avec les événements d'aujourd'hui? Vous pouvez nous donner quelques petits exemples? Ce qui est intéressant, c'est de voir que si on regarde une fois de plus le monde des formes, on dit qu'il n'y a rien à voir entre l'Antiquité et maintenant. Exact. Mais du point de vue de la conscience, l'histoire est universelle. Il faut bien se rendre compte que les humains passent par les mêmes phases, comme on le disait tout à l'heure, et que de toute façon, le paramètre commun sont toujours ces évolutions de conscience. Donc on trouve toujours des choses étonnantes. Par exemple, les écuries d'Augias. Quand on décrit les écuries d'Augias, ces écuries qui n'avaient pas été purifiées depuis 30 ans, qui étaient absolument une pestilence, tout était pollué, etc., c'est une étonnante description de notre monde actuel. On pourrait dire que nous sommes actuellement sur la planète Augias. Et on a tout pollué, on a tout abîmé, on est tout en train de détruire. Et il faut qu'Hercule vienne pour faire quelque chose. Sauf que là, on n'attend pas Hercule, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes en tant qu'humains, et qui avons d'abord à détruire les murs, comme fait Hercule, il détruit les murs des étapes pour faire passer deux rivières, les rivières de vie et d'amour. Nous avons à détruire les murs de nos establishments, des choses qu'on ne veut pas changer, pour aussi faire passer des choses tout à fait nouvelles. Donc on peut prendre comme ça plein d'exemples, finalement. Du point de vue de la conscience, les choses sont les mêmes, il suffit de les réinterpréter, et on retrouve exactement la même chose à une époque que ce qui se passe maintenant. Donc les épreuves se répètent, et selon les âges de conscience individuels ou autres, c'est l'opportunité de les traverser, de les traiter. De les traiter et de les traiter au mieux. Alors, dans certains mythes, les épreuves se présentent et l'opportunité de les traiter, c'est uniquement pour la vindicte individuelle. Mais là, on peut voir que dans la planète Augias, effectivement,
tous les humains doivent être les Hercules qui vont faire en sorte que le séparatisme et l'égoïsme puissent être éradiqués afin de vivre dans une planète où le mieux pour tous sera forcément naîtra. Et puis il y a d'autres travaux où ce qu'on peut voir, c'est combien dans le cheminement, comme on peut voir Jardin des pommes d'or des Hespérides, on peut voir combien on chemine et combien on peut se leurrer. Et donc, parfois, les individus sont aveugles, parfois les sociétés sont aveugles, le manque de vision claire, c'est quelque chose qui caractérise autant les individus que les sociétés. Donc, c'est des épreuves qui vont nous montrer nos zones d'aveuglement pour permettre effectivement d'ouvrir notre regard. Pour prendre un sujet tout à fait d'une brûlante actualité, dans la ceinture d'Hippolyte, c'est un travail dans lequel il y a une confrontation à l'amour. Hercule est confronté à l'amour. Et c'est vraiment tout un travail qui raconte l'histoire des polarités et la difficulté de vivre en tant qu'homme et femme. Et qui nous confronte même au féminicide, dont on parle à juste titre tant maintenant. Donc Hercule tue celle qu'il devait aimer. Et donc alors que tout amenait un dénouement heureux, c'est un dénouement dramatique. Là on voit vraiment à quel point, même jusque dans les faits de ce travail, c'est complètement d'actualité. Alors si on va du point de vue de la conscience, c'est vraiment quelque chose qui va effectivement très loin. Même chose du point de vue du sanglier, la capture du sanglier, où Hercule est confronté à devoir trouver l'équilibre qui existe entre la vie spirituelle et le monde actuel. C'est vrai que sinon, on a toujours l'impression que vivre une idée spirituelle, c'est vivre en dehors de ce monde, alors que pas du tout. Ce que nous cherchons à voir, c'est comment est-ce qu'on peut appliquer la conscience globale, là, dans le monde du quotidien. Voilà pourquoi dans le travail sur le sanglier, nous essayons de voir comment ces équilibres peuvent agir et transformer le monde de la sexualité, le monde de la justice et le monde de l'argent. Ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que vous démontrez très bien, je reviens toujours aux épreuves, on voit bien qu'on traite les épreuves sur la pollution, etc., un plan physique, et puis on traite les épreuves sur un plan plus émotionnel. Enfin, on voit bien cette spirale qui nous laisse à penser que ce n'est pas des épreuves répétitives, on ne répète pas sans arrêt les mêmes choses. On voit bien qu'il y a une progression évolutive. Alors, ce qui est important, c'est de voir que les pollutions physiques, c'est une chose, mais les pollutions émotionnelles, c'est une chose, et les pollutions mentales, c'est une chose aussi. Et quand on voit comment, effectivement, la critique et d'une certaine façon assassine. Il n'y a qu'à voir ce que peut faire une rumeur. Donc on voit qu'il y a des tas de pollutions auxquelles on participe régulièrement sans même nous rendre compte des dégâts que cela entraîne. Et donc les épreuves, c'est aussi de voir que les choses nous sont présentées pour qu'on les transmute. C'est-à-dire qu'à chaque fois, est-ce qu'on prend les choses du point de vue physique? Est-ce qu'on prend les choses du point de vue émotionnel? Est-ce qu'on prend les choses du point de vue mental? Est-ce qu'on prend les choses du point de vue essentiel? Et à partir de là, qui parle en nous et qui va résoudre la difficulté. Et c'est ça un peu tout le travail qui est important à faire, c'est-à-dire se connaître, repérer qui parle en nous, repérer quel plan est pollué pour apporter la solution la plus adéquate pour effectivement rétablir une circulation et une purification d'une certaine façon des différents plans auxquels nous sommes confrontés. Si effectivement le monde arrêtait de critiquer, il y aurait beaucoup moins de séparatisme et d'une certaine façon la pollution serait moindre. Si effectivement on arrêtait de désirer à tout va, il y aurait beaucoup moins de pollution émotionnelle, de jalousie, d'envie, etc. Et d'une certaine façon, il y aurait une plus grande purification du monde émotionnel et les rapports entre individus seraient plus harmonieux. Enfin, on peut voir ça à tous les niveaux. C'est assez surprenant d'avoir cette vision-là et de traiter les choses du quotidien avec cette vision-là. Et ça me rappelle, dans le mythe, il y a énormément de personnages qui interviennent. Il n'y a pas que Hercule. Bien sûr. Et c'est vrai
on pourrait se reconnaître facilement dans un tas de personnages. En fait, il faut bien considérer que nous sommes tous les personnages. Hein, c'est un système de miroir et que quand Hercule est confronté donc, à un adversaire, est confronté à des animaux, il faut se rendre compte qu'en fait, dans le mythe lui-même, il est effectivement l'ensemble des personnages. Il se confronte à son intériorité, à ses différents aspects. Et nous aussi, c'est ce que ça nous renvoie. Il faut donc bien comprendre qu'on est tous les personnages et il faut vraiment arriver à le concevoir de cette manière-là. Et effectivement, on est tous les personnages et on peut voir que les conflits entre les personnages ne sont que l'image des conflits qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça nous présentifie d'une certaine façon nos épreuves intérieures, parce que le mythe parle d'épreuves extérieures, mais de fait ce sont nos épreuves intérieures qui sont traversées tout au long de l'histoire. Alors, d'où vient, parce qu'on traite quand même au travers des différents travaux de sujets très importants, d'actualité qui nous concerne tous, et d'où vient cet humour et cette légèreté parfois qui est présente tout au long du livre. Est-ce que c'est le travail que vous avez entrepris ensemble depuis des années qui vous donne une certaine distance? Alors, le travail et le chemin vers l'impersonnalité exigent qu'on ne se prenne pas trop au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout sérieux dans ce qu'on fait, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus s'identifier à ce qu'on fait et que l'humour est la meilleure façon de se distancier des situations. Et donc, le travail d'impersonnalité, c'est aussi notre capacité à nous désidentifier et à nous distancier des situations. C'est-à-dire qu'on voit les personnages à l'œuvre en nous-mêmes, on peut rire de nous et du coup donner la parole à celui qui est le plus inspiré plutôt qu'à ceux qui sont effectivement les plus denses et les plus ternes. Et donc, ça ne s'arrête pas là. Je crois savoir que vous avez créé une maison d'édition tout récemment. Oui, nous avons créé une maison d'édition donc pour éditer nos bouquins. Nous avons 4 collections à développer. La première, c'est une collection à lire et à écrire. Donc, c'est des rubriques qui permettent à chacun de méditer, de réfléchir sur des sujets particuliers. Et c'est des livres à lire et à écrire parce que l'idée, c'était que chacun puisse, à partir des rubriques, continuer le système, continuer à penser et à développer ce qui a commencé à être initié par les rubriques dans le livre. Donc ça, c'est donc la collection à lire et à écrire. Il y a la collection Où va le monde, donc sur les traces d'Hercule et le premier ouvrage, je te laisserai en parler après. Il y a la collection Les cahiers de la psychosophie qui seront plus un enseignement et le premier livre devrait sortir fin 2020 avec comme titre La véritable histoire de l'humanité. Il reste encore à écrire. Et puis il y a la collection Reliance qui est une collection particulière parce que nous avons voulu rendre hommage à quelqu'un avec qui nous étions très liés, Annie Marquier, qui a fondé l'Institut de développement de la personne au Canada. Elle est décédée aujourd'hui. Ses livres n'étaient plus distribués en France, donc nous avons repris le stock. Nous allons finir de diffuser les livres qui étaient en France et nous avons pour projet de rééditer Le Maître dans le cœur et de rééditer les livres quand le stock sera épuisé, en accord avec sa fille qui nous a donné effectivement la possibilité de le faire et nous en sommes vraiment contents. Donc voilà pour les éditions solidaires qui débutent mais qui a déjà une longue vue sur ce qu'il y a à faire. Et puis pour la collection Où va le monde, je te laisse continuer. Oui, c'est le titre de ce livre, sur Traces d'Hercule. Et comme on le disait tout à l'heure, la réponse, c'est vraiment de dire que le monde va où va la conscience et qu'il y a une véritable histoire de conscience. Alors c'est une chose de le déclarer, mais encore faut-il le démontrer, ou faut-il encore comprendre les différentes étapes, et encore faut-il pouvoir expliciter toutes ces étapes de manière à pouvoir les mettre en œuvre, parce que c'est là qu'est finalement l'intérêt de la chose.
Donc il y a plusieurs livres qui suivront, donc, avec toujours ce thème central, mais où va le monde? On abordera ce sujet de différentes manières, de différents aspects, et ça reprendra bien souvent donc, comme base de départ une des conférences, en tout cas un des thèmes de conférences annuelles tels que nous les avons développés dans le passé. Merci. Merci. Alors, je vous rappelle qu'on retrouve tous les ouvrages des éditions solidaires sur le site éditionsolidaire.com, dont les ouvrages d'Annie qui sont déjà en distribution, La liberté d'être et le pouvoir de choisir, et également les enseignements de psychosophie. Les conférences ont été nommées à plusieurs reprises. Vous pouvez les trouver sur le site psychosophie.com. C'est des conférences audio qui sont en partage librement sur le site. Merci. Merci à vous. Merci.